La parole est à Mariam Chama, qui est la directrice de projet en sciences comportementales à la direction interministérielle de la transformation publique. Mariam, bonjour et merci d'être à nos côtés. On va parler ensemble de la question du citoyen à remettre au cœur de l'action publique et de l'apport des sciences comportementales en la matière. C'est à vous. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de partager avec vous, même si c'est en un temps un peu limité, vous donner un peu un aperçu des travaux que l'on mène à la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, donc qui est, comme son nom l'indique, donc une direction qui travaille avec différents ministères sur plein de sujets différents. Dans notre équipe à nous, donc c'est une petite équipe qui travaille spécifiquement sur les sciences comportementales, on est plus intéressé par la manière dont différents domaines, notamment l'économie comportementale, la psychologie sociale, les sciences cognitives et d'autres domaines qui s'intéressent au comportement humain peuvent informer les politiques publiques, peuvent apporter de la matière pour essayer de revoir l'implémentation de politiques publiques d'un point de vue vraiment de compréhension du comportement, et notamment le deuxième volet auquel on s'intéresse, c'est l'expérimentation et de tester un peu nos approches pour être sûr que l'impact de nos interventions est réellement, vient vraiment de ce qu'on a mis en place. Pour vous expliquer un peu juste le fonctionnement, donc on est, comme vous le voyez, une petite équipe, mais on collabore avec différents bureaux de recherche ou laboratoires de recherche. Donc on a par exemple collaboré avec l'Agence d'innovation comportementale, qui est un consortium de chercheurs qui viennent de différents laboratoires, différentes universités, et on a pu mener des projets avec eux. On travaille également avec un bureau indépendant qui s'appelle le Behavioral Insights Team, qui est également composé de chercheurs. C'est une équipe très pluridisciplinaire où on a des économistes, des anthropologues, des personnes qui travaillent sur la psychologie sociale, et d'autres casquettes. Et donc voilà, c'est un peu de cette manière, avec des équipes intégrées, qu'on arrive à mener plusieurs projets de front. Et je vais venir un peu à ces différents projets dans quelques slides, mais peut-être pour un peu illustrer et résumer ce qu'on fait dans notre équipe, je vais prendre cet exemple, cette anecdote que j'aime bien parce qu'elle résume assez bien. Elle résume en un clin d'œil pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au comportement humain et au comportement réel dans la mise en place de politiques publiques. Donc c'est dans les années 50 en Inde, une problématique où il y avait beaucoup de cobras venimeux dans les rues. Et donc, pour résoudre ce problème, le gouvernement s'est dit, ce qu'on va faire, c'est que comme les cobras sont un peu partout, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, pour les attraper, ça va être compliqué, on va mettre en place un système de récompense. Et donc, les personnes qui attrapent les cobras peuvent les apporter à un dispensaire et recevoir une récompense pour cet acte. Donc, cette initiative a généré un effet pourtant prévisible, mais un effet rebond, qui est que les gens se sont dit, c'est un moyen qui a l'air intéressant pour avoir des récompenses et de l'argent, donc ils ont mis en place des élevages de cobras, et donc on s'est retrouvé avec plein de personnes qui venaient prendre leurs récompenses pour des cobras qu'ils apportaient. Et donc, quand on a compris qu'il y avait cet effet rebond qui avait été généré, le gouvernement a décidé d'arrêter le dispositif. Et donc, de manière encore une fois prévisible, les gens ont relâché les cobras dans les rues. Et donc, on s'est retrouvé avec une situation où on avait beaucoup plus de cobras finalement qu'au début. Et donc, tout ça pour illustrer le fait que quand on met en place des solutions qui ne prennent pas en compte les comportements réels qui vont être générés par les citoyens ou par les personnes cibles, on peut complètement rater son dispositif. Et donc ces effets rebonds, cet effet cobra, c'est un peu un bon résumé de ce qu'on essaye de mettre en place, de se dire comment est-ce qu'on peut anticiper dès les premières phases de mise en place d'une politique publique ou d'un dispositif, d'une solution, les comportements qui peuvent être générés et comment est-ce qu'on peut prendre en compte la recherche justement qui est faite sur ces sujets-là pour essayer de complémenter et d'améliorer les leviers classiques qui sont utilisés pour faire la politique publique, que ce soit d'ailleurs la réglementation, les incitations financières, les taxes, les amendes ou même les campagnes d'information. Donc, ce propos introductif, c'est aussi pour dire que les politiques publiques de manière globale, leur réussite en tout cas, dépend de leur capacité à faire évoluer des comportements. Et donc le comportement est vraiment un peu
omniprésente dans toutes les politiques publiques, que ce soit, enfin la plupart en tout cas, que ce soit en matière de tri, de recyclage, d'épargne à la retraite, la sécurité routière. Dans toutes ces situations, ce qu'on veut, c'est que un collectif, plusieurs personnes, pour l'intérêt général, modifient leur comportement, mettent la ceinture de sécurité, n'utilisent pas le portable, le téléphone au volant, se mettent à trier, etc. Et donc c'est un peu de ce constat que partent un peu les travaux de notre équipe, mais aussi d'autres équipes qui travaillent avec nos méthodes dans différentes administrations, qui est qu'il est important de prendre en compte le comportement. Et tout à l'heure, je donnais donc l'exemple de l'effet Cobra, mais si on prend un exemple un peu plus proche encore de nous, imaginons qu'on veuille trouver une solution, et peut-être certains d'entre vous connaissent cette étude, pour une solution pour que les parents qui arrivent en retard pour chercher leurs enfants à la crèche commencent à arriver dans les temps, parce que il y a beaucoup de retardataires. On peut se dire intuitivement que une amende, une incitation financière et une amende pourraient résoudre le problème. Mais quand cette situation a été étudiée et testée, notamment dans des crèches en Israël, si vous regardez le graphique à droite, vous voyez que les parents qui recevaient l'amende, donc la barre plutôt noire, non seulement les parents n'arrivaient pas à temps, mais ils arrivaient encore plus en retard qu'avant avec la mise en place de cette amende. Et donc, encore une fois, c'est pour appuyer le point que le comportement humain peut être contre-intuitif. Le fait de mettre une amende a pu créer un contexte marchand qui aussi déculpabilise le fait d'arriver en retard, parce qu'on paye une amende, et donc voilà, la culpabilité d'arriver en retard disparaît. Et donc peut-être que si on s'était intéressé à la question d'un point de vue vraiment des sciences comportementales, de la prise en compte de la psychologie, on aurait peut-être utilisé des leviers qui étaient qui portaient plus sur la coopération, sur le fait qu'arriver en retard, c'est mettre en retard des personnes qui ont eux-mêmes des enfants, et donc la coopération aurait peut-être été un levier plus intéressant que le bâton ou l'amende. Donc c'est un peu ça la vocation de notre équipe, intégrer les connaissances en sciences comportementales à la fabrique de l'action publique sur différents sujets de politique publique et mettre en place des expérimentations, parce que aussi on aurait pu faire des petits tests dans la situation de la crèche par exemple pour voir quel serait le comportement généré avant de mettre à l'échelle. Et donc c'est aussi la deuxième chose qu'on fait systématiquement, c'est mettre en place des expérimentations sur l'ensemble des sujets que l'on traite. Donc, pour vous donner un aperçu global des domaines dans lesquels on intervient, c'est très varié. C'est des sujets. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec des chercheurs et des intervenants externes, parce qu'on n'a pas nous-mêmes en interne toute l'expertise sur ces différents sujets. Mais on travaille par exemple dans le domaine de l'environnement, de l'économie, du travail, de la santé et de l'éducation. Par exemple, on a pu travailler sur la surexposition des enfants aux écrans et comment outiller les parents avec des conseils de pédopsychiatres sur les bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a un consensus ou pas sur combien de temps d'écran est bon? Enfin, ça, c'est un exemple. Mais on a aussi pu travailler sur des sujets comme la mise en place dans le côté environnement, d'un indice de réparabilité. Donc, comment est-ce que on peut livrer aux consommateurs une information sur la réparabilité ou non d'un produit électronique et quelle est la forme qui prendrait réellement en compte dans leurs achats. Et donc ça veut dire tester un prototype sur un certain nombre de consommateurs. Donc on a fait un essai randomisé contrôlé sur, par exemple, 140 000 consommateurs en 2019 pour suggérer l'indice, faire des propositions d'indices qui fonctionneraient et qui seraient réellement pris en compte. Et par exemple, aujourd'hui, donc cet indice qui a été déployé depuis 2019 et qui se trouve un peu sur 8 catégories de produits électroniques, de téléphones, lave-linge, tondeuses, etc. On est en train de tester aujourd'hui, 3 ans plus tard, est-ce que réellement ça a eu un impact ou pas sur, d'une part, les consommateurs qui auraient acheté plus réparable et d'autre part, les fabricants qui, pour ne pas avoir des mauvaises notes, auraient changé un peu leur pratique. Donc, c'est un peu pour vous donner une idée très globale de ce qu'on peut faire. En termes de méthodologie, on fait des choses qui ressemblent à beaucoup de méthodes de recherche, mais aussi de design. Il n'y a rien de spécifique, je dirais, à part la dernière partie à laquelle je vais arriver. Donc, au début, évidemment, on va faire une exploration de la revue de la littérature scientifique sur le sujet et voir qui sont les experts qui travaillent déjà sur le sujet. On n'est pas nous-mêmes, comme je le disais, experts du domaine en particulier. On est plus
expert de la partie psychologie. Par exemple, moi, je viens d'un parcours en neurosciences cognitives où je travaillais sur les bases cérébrales de la prise de décision, qui est encore un peu éloigné de ce que je fais, mais j'ai un background en psychologie et en neurosciences. Mais à chaque fois, on va aller consulter les experts du domaine et essayer de voir, au-delà des experts, les usagers et les citoyens, enfin les personnes qui sont sujet par sujet concernés par le domaine dans lequel on intervient, en situation, par exemple en magasin, comment est-ce qu'ils interagissent avec l'objet, qu'est-ce qu'ils prennent en compte ou pas. Donc, on va faire beaucoup de travail de terrain et d'immersion. Et ensuite, une fois qu'on a bien fait ce travail-là, on va prototyper des solutions avec les parties prenantes, donc les administrations en face, pour s'assurer qu'on rentre vraiment dans le dispositif qu'ils peuvent mettre en place. On est un peu moins porté sur le fait de mettre en place des choses innovantes absolument, et plutôt vraiment des solutions pragmatiques qui rentrent un peu dans les clous de ce que l'administration peut mettre en place. Et la partie un peu différente de ce qu'on fait et qui différencie nos méthodologies d'autres méthodes, comme par exemple le design, c'est le fait de mettre en place des essais randomisés contrôlés quand c'est possible, donc des expérimentations à grande échelle pour tester qu'est-ce qui se passe comparé à une condition contrôle et qu'est-ce que notre intervention a fait pour changer la donne. Donc ça, c'est un peu la première partie de ce que je voulais vous présenter. C'est vraiment un aperçu global. Et peut-être pour rendre tout ça plus concret et aussi rejoindre le sujet du jour qui est vraiment sur le numérique et l'éthique du numérique, j'ai choisi de vous présenter un projet en particulier et peut-être la suite qu'on donne aujourd'hui à ce projet. Et ensuite, je vous laisserai bien sûr, on pourra avoir un temps d'échange pour aller en plus en profondeur sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Donc ce projet-là que je présente maintenant, c'est un projet qu'on a mené en 2020 avec la DGCCRF, 2019-2020, ça a duré un bon moment. C'était donc avec la DGCCRF qui est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, et c'est un projet qui portait sur la protection des consommateurs vis-à-vis des pratiques commerciales trompeuses, ou plutôt, on va dire, déloyales, les pratiques déloyales utilisées par les commerces en ligne. Et plus spécifiquement, on s'est intéressé aux dark patterns, donc ces interfaces malveillantes auxquelles je vais venir pour rentrer dans les détails. Et donc, le point de départ de ce projet, c'est évidemment d'une part le fait que 780 000 personnes par an vont acheter des produits ou des services qui vont soit ne pas être livrés, soit ne correspondent pas aux qualités et quantités attendues et qui déclenchent des coûts supplémentaires pour eux. Et d'autre part, le fait que les dark patterns donc sont en train de vraiment évoluer à une vitesse très très rapide. Et donc ces dark patterns que en anglais et en français peuvent être traduits par interface motif sombre ou interface malveillante, il y a différentes traductions possibles, sont des designs trompeurs qui visent à influencer soit le consentement, soit de dérouter l'individu pour créer des frictions dans leurs usages ou les pousser à partager par exemple des données là où ce n'est pas nécessaire. Par exemple, vous avez certainement tous interagi avec des interfaces qui vous donner un compte à rebours, une pression pour acheter très rapidement quelque chose qui allait disparaître ou mettre en avant un produit plus cher ou par exemple au fur et à mesure d'avancement dans votre paiement, vous retrouvez à la fin dans un panier où la somme affichée est plus que celle que vous n'aviez tout au long du paiement. Et donc, au départ de ce projet était, la DGCCRF nous a demandé de travailler sur des fiches conso qu'ils avaient eux-mêmes conçues, mais ils voulaient faire en sorte que ce soit plus clair, plus simple et que les gens viennent plus lire ces fiches conso. Donc, c'est des fiches pratiques qui expliquent pratique par pratique comment se protéger, quelles mesures prendre en tant que consommateur, en tant que citoyen, pour ne pas tomber dans des pièges et de dark patterns. Ce qui est une démarche intéressante, mais comme vous pouvez le voir, j'ai juste mis un aperçu d'une partie de abonnement caché, mais le texte est beaucoup plus long. C'est beaucoup trop d'informations et on s'imaginait un peu mal les consommateurs lambda, le citoyen lambda, venir sur le site web de la DGCCRF pour aller s'informer sur ces pratiques dans une démarche de prévention. Et on s'est dit que ça attirerait vraiment une partie très spécifique de la population qui serait vraiment hyper intéressée par ces sujets et qui a le temps d'aller lire toutes ces informations
et qui connaîtraient le site web de la DGCCRF. Donc, on s'est dit dans ce projet, comment est-ce qu'on peut faire pour toucher le consommateur au bon moment et au bon endroit? Comment est-ce qu'on peut apporter l'information vers le consommateur, mais de manière à ce que la personne soit vraiment ouverte à l'information et que ce ne soit pas beaucoup trop d'informations hors sol. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a designé une machine à café complètement fictive, donc qui n'existe pas, qu'on a truffé de dark patterns. On a un peu simulé ce qu'utilisent les sites web lambda de marketing. Par exemple, le fait qu'il ne reste que 42 exemplaires avec 8% de stock, de très très bons avis qu'on a rédigés, des faux rabais. Par exemple, on passe de 300 € à 60 € pour une période très limitée. Et donc voilà, comme vous voyez, donc les faux avis, un compte à rebours qui met la pression sur les consommateurs, etc. Donc vraiment, en fait, comme si on arrivait sur un site web un peu classique de machine à café. Et dans notre protocole expérimental, on a lancé cette fausse offre sur Facebook pour une période de 1 mois et demi. Et on a randomisé les consommateurs qui cliquaient dessus en 3 groupes. Donc juste avant, donc sur le site web, vous arrivez sur le site web, vous regardez la machine à café. D'ailleurs, dans les conditions générales de vente, on avait tout expliqué, que c'était une expérimentation, que c'était pas une vraie machine à café, etc. Mais très très peu de gens ont cliqué sur les conditions générales de vente. Et donc là, l'idée, c'est que les personnes rentrent leur mail, pas leurs coordonnées bancaires, mais leur mail. Et à partir de là, ils sont randomisés en 3 groupes. Un groupe contrôle, à qui on dit vous allez recevoir votre machine dans 2 semaines. Un groupe prise de conscience, qui reçoit un pop-up qui leur dit « Attention, vous avez cliqué sur une fausse offre ». Donc, c'était une campagne de phishing lancée par la DGCCRF pour sensibiliser aux fraudes en ligne. Mais ne vous inquiétez pas, ça peut arriver à plein de personnes, etc. Donc, c'est vraiment une sorte de, comme c'était dit tout à l'heure dans la matinée, c'est une vaccination. Vous avez failli vous faire avoir, mais ne vous inquiétez pas, vous ne vous êtes pas fait avoir. Et ensuite, le 3e groupe avait 5 règles pardon, j'ai oublié de dire, donc dans le prise de conscience, il y avait ça, et il y avait 5 règles très simples pour se protéger en ligne. Donc, ce qu'on appelle, nous, des heuristiques, juste des règles simples à mobiliser quand on est, pour se protéger la prochaine fois. Et le 3e groupe, c'était un groupe où il y avait ces 5 règles. Donc, je prends 1 minute pour réfléchir, je vérifie qu'il y a HTTPS dans la barre d'erreur, etc., dans la barre de recherche, etc. Mais ils avaient aussi une formation intégrée, donc une petite formation de 9 minutes pour s'améliorer sur la détection de dark patterns dans la prochaine fois qu'ils iraient sur un site web. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de recibler l'ensemble de ces groupes avec une autre pub pour voir le taux de revictimisation et donc tester vraiment l'impact de nos exercices de prise de conscience et de formation intégrée comparé au groupe contrôle. Donc, je vous le dis déjà, les résultats n'étaient pas forcément... on n'a pas eu de résultats significatifs, mais on a eu des résultats extrêmement intéressants. Je vais vous les montrer. Donc, juste pour la 2e fausse offre, donc c'était soit par mail, parce qu'on avait ils avaient envoyé leur mail, donc on pouvait leur envoyer cette fausse pub, soit sur Facebook, mais on voulait s'assurer de différents canaux que les personnes voient cette 2e publicité. Donc, comme je vous l'ai dit, les résultats ne sont pas significatifs. On n'a pas des résultats sur lesquels on peut trancher et dire « ça a fonctionné ». Mais voilà ce qu'on a pu observer, c'est que déjà 2542 consommateurs ont interagi avec notre machine à café et ont fait la démarche d'aller, entre guillemets, l'acheter, parce qu'ils ont juste mis leur mail. Donc, ce qui veut dire que si vraiment ils l'avaient acheté, on aurait, sur une période de 1 mois et quelques, on aurait généré 150 000 € de revenus. C'est assez massif de voir que, quelque chose de complètement fictif puisse générer ça. Et ensuite, on a fait une enquête de fin d'expérimentation pour voir comment les gens est-ce qu'ils ont retenu les règles d'heuristique, est-ce qu'ils trouvent que cette approche est intéressante pour la sensibilisation, etc. Et on a eu des retours très positifs sur l'intérêt de ces approches et le fait de se dire, ah oui, en fait, j'ai vraiment failli tomber dans le piège et sur le fait de retenir l'information. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Mais on pense que la durée de notre expérimentation était trop courte pour avoir des effets vraiment significatifs. Donc si on voulait vraiment tester ça jusqu'au bout, il faudrait qu'on allonge la période de test. Je termine, je vais essayer d'aller vite pour terminer parce que je vois que je dépasse le temps. Juste pour vous dire que là, on est en train de poursuivre la démarche avec la DGCCRF, mais plutôt sur le volet enquêteurs, et on est en train de travailler sur une formation pour aider les enquêteurs à mieux faire leur contrôle en ligne
en leur donnant plus d'éléments sur la psychologie et les mécanismes derrière les dark patterns, et travailler sur un outil d'aide au contrôle en ligne. Et donc, c'est un projet qui est en cours et qui va se terminer en juin. Et vous pouvez à ce moment-là aller voir la publication de ce rapport-là, comme celui de tous les autres projets qu'on mène sur le site web de la DITP. Juste pour laisser la parole à mes collègues, je vais m'arrêter ici et n'hésitez pas dans les questions plus tard si vous avez envie qu'on rentre dans les détails d'autres projets. Je reste tout à fait à votre disposition et je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Mariam, c'était très intéressant. Moi, les questions, je suis plutôt favorable à les poser tout de suite parce que je crains toujours que quand on les stocke, on les oublie aussi. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à me faire signe et je vous donne la parole immédiatement. Sur les 2542 consommateurs qui effectivement ont acheté la machine à café, Mariam, est-ce qu'on en sait davantage quant à leur profil, âge, situation, enfin, comment on pourrait les caractériser? On ne vous entend plus, vous avez le micro coupé, je pense. Mince, d'accord. Ça y est. Oui, en fait, ce qu'on a, c'est plutôt les profils des répondants à la fin de l'enquête, parce qu'on espérait qu'il y ait plus de personnes qui répondent honnêtement à l'enquête de fin, mais il y a eu moins de répondants qu'on ne le souhaitait. Donc, on a. Il fallait leur proposer une autre machine à café. Pour de vrai. Pardon ? Non, je dis il fallait leur proposer vraiment l'envoi d'une machine à café, peut-être. Oui. Mais en tout cas, pendant l'expérimentation, on a eu beaucoup de demandes en plus sur pourquoi ma machine n'est pas arrivée, où est-ce qu'est ma machine. Et d'ailleurs, j'ai oublié peut-être de préciser qu'à la fin de l'expérimentation, l'ensemble des participants et le groupe contrôle, évidemment aussi, ont reçu toute l'information sur le fait qu'il s'agissait d'une démarche expérimentale et enfin, on voulait vraiment essayer d'aller plus loin pour voir qu'est-ce que pensent les consommateurs de ce type d'approche. Est-ce que c'est une approche acceptable ou non, justement, de se faire de se faire hameçonner entre guillemets pour une information pédagogique. Mais oui, je suis en train pendant que vous donnez peut-être le micro à une autre personne, je cherche juste les informations sur les profils parce que notre rapport date il y a 2-3 ans maintenant, donc j'ai un peu moins les idées claires sur les profils exacts des personnes. Alors, c'est à un ancien chercheur en informatique que je vais tendre le micro, Marie-Laure Nivet. Merci beaucoup pour votre présentation qui était très très parlante et très instructive. Moi, j'ai une question sur cette formation en ligne que vous préparez pour les contrôleurs et pour savoir si à terme il est envisageable de la laisser ouverte pour d'autres types de publics. Et moi, je pense en particulier à nos étudiants en informatique qui pourraient vraiment bénéficier de ce genre de choses. Donc, est-ce que c'est envisagé ? Bien sûr. C'est effectivement une des choses qu'on a imaginé faire avec la DGCCRF, c'est de laisser donc cet onglet qui permet de faire ce petit test pour s'entraîner à 2 endroits. D'abord sur le site web de la DGCCRF, à l'endroit où se trouvent les fiches consommateurs, mais aussi à un autre endroit dont j'ai pas eu le temps de le mentionner. Mais la DGCCRF a également travaillé avec dans un dispositif qui s'appelle Entrepreneurs d'intérêt général, sur un site web qui s'appelle Signal Conso. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui permet à tout un chacun d'aller signaler quand on est face à soit une pratique trompeuse, soit un produit qui nous a été vendu mais qui ne correspond pas à ce qu'on avait acheté, etc. Et donc cet endroit-là est assez intéressant parce que c'est vraiment des personnes qui sont soit tombées dans un piège, soit qui ont détecté un piège. Et donc, c'est des personnes qui pourraient bénéficier clairement de cette mini-formation. Elle est très courte, hein, elle fait 9 minutes parce qu'on ne voulait pas perdre les personnes, mais qu'on pourrait allonger. Et donc là, on est très content parce que la DGCCRF trouve vraiment un intérêt à ces approches et est en train de réfléchir un peu sur la manière d'aller plus loin et de se doter peut-être d'expertise de ce type-là pour d'autres initiatives, comme le fait de mettre quelque part à disposition des citoyens des entraînements en ligne, des formations en ligne.
Donc, c'est tout à fait ce qu'on envisage. Marie-Laure, toujours pour vous, Tamia. Quand on avait échangé, on avait parlé du fait que vous aviez pour projet éventuellement d'avoir des extensions en région de la cellule que vous avez de la cellule à laquelle vous appartenez, pour aider potentiellement des régions qui auraient des envies de moderniser leur communication, en tout cas de la penser différemment, et de pouvoir bénéficier de l'expertise de gens comme vous, avec des profils différents, ce qui n'est pas toujours accessible justement partout, et pour les communes ou pour les régions de plus petite taille. Est-ce que ce projet est toujours en route? Oui, alors aujourd'hui, il y a différents acteurs qui travaillent à différents niveaux, on va dire. Donc, dans notre cas, c'est un petit peu structuré par la nature de nos financements, mais on travaille avec les administrations centrales, et ensuite, dans différentes régions ou collectivités, il y a d'autres acteurs qui ont un peu les mêmes approches, en tout cas assez similaires aux nôtres, qui sont aujourd'hui en train de travailler à différents endroits sur différents sujets. Mais effectivement, l'idée pour nous, c'est de voir comment est-ce que dans les prochaines phases, maintenant qu'on a un peu fait on va dire cette preuve de concept avec une trentaine de projets qu'on a réussi à évaluer jusqu'au bout, et vraiment de faire une sorte de retour d'expérience de qu'est-ce que ça a généré, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur la simplification administrative, la simplification de documents pour rendre la charge cognitive prendre en compte la charge cognitive que les citoyens auraient pour certaines démarches très complexes. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait renforcer. Et donc, peut-être dans une deuxième phase de notre équipe, parce que là, ça fait maintenant à peu près 7 ans que moi, je suis dans cette équipe, voir dans une deuxième phase comment développer une offre de services un peu plus large qui puisse répondre à l'ensemble de la demande qui devient de plus en plus grande, et de répondre aux besoins des régions. C'est effectivement le deuxième volet de nos travaux. Et je pense qu'on va pouvoir le faire à partir de peut-être l'année prochaine, à partir de l'année prochaine.